Alors là, je suis dans l'espace au-dessus de la Terre, euh, dans la zone où se trouvent les stations orbitales de la nouvelle Terre. Alors, je vais déjà décrire un peu à quoi elles ressemblent. Je vois des enchevêtrements de tubes, comme des tubes. Ça ressemble, c'est pas Beaubourg, mais c'est c'est pas, ça ressemble pas à quelque chose d'uniforme au niveau de la structure extérieure, de la forme extérieure. Je vois des espèces de paraboles géantes. Je vois ouais, c'est ça, des gros tubes qui sont pour certains perpendiculaires à d'autres. Euh, Étonnamment, c'est pas extrêmement esthétique, ce qui peut être assez surprenant pour quelque chose de la nouvelle Terre. Et j'y vois pas une grande esthétique. C'est pas apparemment ce sur quoi ils se sont focalisés pour la construction de ces stations orbitales. Ça doit être plus focalisé sur le fonctionnel que sur l'esthétique. En termes de taille, donc il y en a, ils sont, bon, il y a des variations de taille, mais en gros, si je prends la taille moyenne, ça fait ça fait plusieurs centaines de mètres de large. Comme c'est pas une forme bien définie, géométrique, c'est à peu près, on peut considérer que c'est comme une sphère d'un diamètre de plusieurs centaines de mètres. Donc c'est pas si gros que ça, mais comme il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, elles sont dispersées tout autour de la Terre. Alors, il y a les connexions avec ces espèces de trous de verre que j'ai décrits dans la précédente projection de conscience. Et en général, euh, près d'un trou de verre, il y en a une collection. Elles sont 4 ou 5 tout autour du trou de verre. Alors tout autour, elles sont pas proches, si proches que ça les unes des autres, mais elles sont espacées de, quel- de quelques centaines de kilomètres. Mais vu que ces trous de verre, là, il y en a 7-8 sur la planète, au moins un par continent. Ben voilà, c'est des zones qui sont particulièrement intéressantes pour les stations orbitales, puisqu'elles peuvent être approvisionnées ou envoyer des objets, et c'est surtout pour l'approvisionnement et la construction
qu'elles sont situées à proximité des sorties de trous de verre. Et bien entendu, ces stations orbitales qui sont autour d'un trou de verre, elles sont plus connectées entre elles que avec celles qui correspondent à un autre trou de verre. C'est comme des groupes de, je sais pas, 6 ou 7, et c'est entre 5 et 10 qui sont autour de chaque trou de verre. Donc c'est des groupes de 5 à 10 stations orbitales. Il y a comme une connexion entre elles d'ordre gravitationnel ou électromagnétique euh, qui fait qu'elles ne peuvent pas se rapprocher ou s'éloigner les unes des autres, comme une connexion entre elles non physique. Euh, c'est une technologie, c'est encore une nouvelle technologie de la nouvelle Terre, ça. Euh, Ça correspond approximativement à la même technologie que celle qui est utilisée pour les abductions, euh, pour, euh, pour créer un champ d'annulation gravitationnelle et faire venir quelque chose dans un vaisseau sur une zone bien localisée dans un espèce de cylindre de projection. Et en fait, ben, c'est une technique similaire qui est utilisée. Cette fois, c'est pas pour attirer un objet ou une personne vers le vaisseau, mais c'est pour maintenir euh, une, un espacement comme si c'était une corde qui reliait les stations orbitales. Elles ne peuvent pas s'éloigner plus que la longueur de la corde, entre guillemets, mais c'est comme si c'était une corde qui était rigide et elles ne peuvent pas non plus se rapprocher plus que la longueur de la corde. Donc ça les maintient en formation euh, et ça les... Il y a ils ont des systèmes d'ajustement, de propulsion pour les maintenir autour, que le groupe, le centre du groupe de stations orbitales soit situé approximativement au niveau de la sortie du trou de verre. Il y a des échanges bien entendu privilégiés entre les stations orbitales de chaque groupe. Par exemple, du personnel ou des... Alors ça peut être du personnel ou ça peut être... Il n'y a pas que des professionnels, hein, il y a aussi des humains qui ont envie de vivre une expérience en orbite, hein. Il y a même des logements privés sur certaines stations orbitales. Je vois qu'il y a des spécialisations. Il y a des stations orbitales qui sont plus orientées sur, par exemple, de la recherche, d'autres qui vont être plus pour l'habitation privée ou liée à du personnel. Euh, il y a des stations qui vont être plus orientées pour tout ce qui est d'ordre administratif, exopolitique,
des centres de réflexion, euh, extraction d'informations liées à l'espace et par exemple de l'exopolitique. Il y a aussi dans les stations orbitales certaines qui sont plus orientées vers la production. euh, Enfin, je vois des cerfs, je vois qu'ils, même s'ils ont, bien sûr les réplicateurs, ils aiment bien aussi avoir des produits frais. Donc il y a de la culture, il y a des cultures, je vois des salades qui sont, qui sont cultivées par exemple, des fraises, des choses comme ça. Et alors sinon, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécialité un peu. Il y a des stations orbitales qui sont plus orientées pour la réception et l'envoi de navettes exploratoires ou d'échanges, par exemple avec d'autres stations orbitales sur d'autres groupes. Je regarde parce que ces espèces de connexions dont j'ai parlé, là, électromagnétiques, gravitationnelles, là, je vois que c'est pas uniquement pour maintenir les stations orbitales à la même distance les unes des autres. Apparemment, ça sert aussi pour transférer des objets ou des personnes entre stations orbitales. Alors, c'est comme si, ouais. Alors là, prenons le cas de quelqu'un qui est sur une station orbitale et qui veut aller sur une autre station orbitale du groupe de stations, qui correspond à un trou de verre donné. Euh, eh bien, en fait, elle va se faire abducter par la station orbitale. Alors, pas directement. Ça peut se faire directement aussi. Mais par exemple, prenons pour simplifier euh, deux stations orbitales qui sont voisines. Le lien de connexion et de maintien à distance électro-gravitationnel, j'ai envie de dire, euh, il va être utilisé comme un couloir dans l'espace. Et la personne, elle va mettre un scaphandre, enfin une combinaison spatiale. Et ensuite, il va y avoir un sas qui va s'ouvrir et la personne va être comme abductée par la station orbitale voisine à travers ce couloir électrogravitationnel. Elle va être déplacée, attirée, sans faire d'effort, quoi. Ça va être juste automatique. Et elle va se promener dans l'espace si on regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'elle est dans le vide, dans l'espace, il n'y a rien qui la tient, il n'y a rien qui la propulse. Et en fait, elle est transférée d'une station orbitale à une autre à travers ce couloir électrogravitationnel. Très personnellement, j'imagine que la première fois, ça doit être assez flippant parce que faut vraiment avoir confiance dans la technologie parce que il y a rien quoi. Il y a aucun, il y a pas de propulsion, il y a pas de,
Il y a pas de corde, il n'y a pas de rien à se raccrocher, hein. C'est complètement et ça se fait, on dirait presque dans le vide spatial. Et bah, ça fonctionne parfaitement bien, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir, quoi. Euh, D'ailleurs, si je regarde au niveau émotionnel, euh, ceux qui le font pour la première fois, ils sont pas détendus, hein. Ils ont beau savoir que ça marche bien, que les collègues l'ont fait X fois, ou d'autres personnes, mais c'est tellement comme s'ils se jetaient dans l'espace, ça fait un peu ça. C'est quand même assez, au niveau émotionnel, c'est la première fois, c'est un peu quelque chose, quoi. C'est impressionnant. Puis en même temps, ils ont forcément une vue ils ont une vue de l'espace comme s'ils étaient, voilà, comme ça, ils étaient au-dessus de la Terre, à flotter comme ça entre deux stations orbitales. C'est une vue imprenable, c'est magnifique, mais voilà quoi, faut l'avoir fait quelques fois pour pouvoir se détendre suffisamment pour apprécier vraiment la vue. C'est un peu flippant les premières fois, quoi. Voilà. Alors ça se fait aussi par groupe, hein. Il n'y a pas toujours une seule personne qui est transférée en même temps, ça peut être un groupe, mais ils sont, l'espacement entre chaque personne est maintenu, c'est-à-dire que prenons un groupe, s'ils ont 1 mètre entre chaque, eh bien ce mètre-là, il va être préservé pendant tout le transfert. Euh, c'est comme si c'était le bloc du groupe qui était fixe et qui était transféré d'une station orbitale à une autre. D'ailleurs, en général, avant de le faire en solo, euh, en général, ils le font d'abord en groupe, c'est moins flippant la première fois, les premières fois. Euh, Donc ça, c'est pour les transferts. Alors bien sûr, c'est les transferts d'être avancés. Alors pas spécial, il n'y a pas que des humains hein, bien sûr sur la Nouvelle Terre. Donc il y en a aussi. Il y a aussi d'autres stations, êtres, d'autres espèces avancées sur ces stations orbitales. Et puis il n'y a pas que des transferts d'êtres avancés, il y a aussi des transferts de matériel, par exemple, entre des stations orbitales. Donc ils le font fréquemment avec cette technologie. Alors, ce que j'ai décrit là, c'est un transfert entre deux stations voisines, mais si on prend des stations qui sont dans le même groupe mais qui ne sont pas voisines, au lieu de faire cette même opération de proche en proche entre stations voisines, ils peuvent faire aussi la même chose ponctuellement entre deux stations qui sont un peu plus éloignées l'une de l'autre en étant dans le même groupe. Et à ce moment-là, ils créent un tube, un cylindre électrogravitationnel entre les deux, temporairement entre les deux stations orbitales, et puis le transfert se fait directement. Alors je me pose la question pourquoi ils n'utilisent pas la téléportation, puisqu'ils la maîtrisent complètement. Pourquoi ils n'utilisent pas la téléportation dans ces cas-là? Alors, la téléportation, ça nécessite une dématérialisation et une rematérialisation du corps. Du corps ou de l'objet.
Donc c'est quand même pas technologiquement c'est pas neutre, hein, il faut que ce soit absolument parfait. Techniquement, il faut absolument que ce soit parfaitement maîtrisé. Même s'ils le maîtrisent parfaitement, euh, ils vont plutôt utiliser la technologie de téléportation quand il n'y a vraiment pas d'autre solution. Quand c'est vraiment des très longues distances. Et pour utiliser, pour des cas où c'est un transfert à très courte distance, là c'est des très courtes distances, ils vont préférer d'autres techniques de déplacement. Il y a quand même une possibilité, même si elle est infime, que la reconstitution euh, après à la sortie de la téléportation ne soit pas tout à fait parfaite. Et il y a quand même un petit risque d'erreur, même s'il est très faible. Et donc, c'est pas non plus à faire. C'est pas non plus à faire de façon forcément très fréquente. Euh, alors pour autant, il y a des êtres sur la nouvelle Terre qui vont le faire de façon très fréquente, qui qui vont pas se focaliser sur ce risque-là et qui vont le faire à chaque fois qu'ils veulent aller sur une autre planète assez éloignée. Bah, ils vont faire utiliser cette technique de téléportation hein, par des portails artificiels. C'est comme tout, il y a un risque à tout. Par exemple, nous, quand on prend la voiture, on sait très bien qu'il y a un risque qui n'est pas nul d'avoir un accident. Et puis éventuellement d'en mourir. Bon, bien entendu, on le prend ce risque et il y a beaucoup de gens qui vont prendre la voiture tous les jours et qui vont prendre ce risque tous les jours, alors que d'autres, ben justement, ils préfèrent utiliser une autre solution ou prendre la voiture moins fréquemment parce que ils ont peur d'avoir un accident. Bon. Euh, le risque zéro n'existe pas. L'avion, actuellement, c'est considéré comme un des modes de transport les plus sécurisés, mais pour autant, il y a des gens qui vont éviter de le prendre parce que ben voilà, ils ont peur que ça se crache, etc. Bon. Ben dans les technologies plus avancées sur la nouvelle Terre, j'ai envie de dire, il y a toujours un risque aussi. Hein. C'est pas le risque zéro n'existe pas. Et donc dans les processus de téléportation, il y a un minimum de risque aussi, même s'il est très faible. Donc pour les petites distances, beaucoup vont préférer plutôt utiliser une autre technique. Alors il y a des techniques aussi qui permettent de ne pas transférer le corps physique, mais simplement euh, une projection holographique de la personne et une projection de conscience de la personne sans qu'il y ait l'enveloppe physique qui se déplace. Mais là, je parle de transfert où le corps physique se déplace et là, ben, c'est cette technique de, de déplacement électrogravitationnel dans l'espace, c'est une technique qui permet, sur une courte distance, d'éviter la téléportation.
Bon, alors maintenant j'ai décrit un petit peu la structure extérieure. On voit le groupe ou les groupes des stations orbitales autour des trous de verre, hein. Ils sont un peu en forme géométrique, hein. Par exemple, euh, prenons, euh, euh, prenons le cas d'un groupe où il y a 6 stations orbitales. Eh bien, elles vont former un espèce d'hexagone dont le centre correspond au trou de verre. Et puis, s'il y en a que 5, ça va être plutôt un pentagone, et puis, etc. Donc, il va y avoir quand même une, euh, une organisation géométrique. Et alors, donc, quand on rentre, je vais prendre une station orbitale. Je vais prendre une station orbitale qui correspond plus à des zones de réflexion où il y a où on parle d'exopolitique, on fait des réunions, donc il y a des salles de réunion. Euh, je vois des grands couloirs blancs, assez blancs. Euh, Ça ressemble aussi à ce qu'il y a comme vaisseau mère au niveau des vaisseaux mères que j'ai décrit dans une précédente projection de conscience. J'avais décrit un peu un vaisseau mère avec toutes les structures à l'intérieur. Bon, bah, on retrouve ce même genre de structure, bon, plus spécialisée. Donc, il y a, comme j'ai expliqué, selon la station orbitale du groupe, certaines vont être plus spécialisées dans tel ou tel domaine, mais au niveau de l'architecture intérieure, ben, ça ressemble grosso modo, hein, ça ressemble pas mal à ce qu'on peut trouver sur des vaisseaux mers euh, d'humains de la Nouvelle Terre. Donc, si on prend un vaisseau mère d'humains de la Nouvelle Terre, il y a aussi des zones d'habitation avec des chambres, l'équivalent de mini-appartements, avec tout ce qu'il faut, euh, les sanitaires, le lit, euh, le coin cuisine avec le réplicateur, etc., etc. Donc ça, c'est les zones d'habitation. Après, donc les stations orbitales notamment ils font de la culture de produits frais, ben, il y a des grandes serres avec alignées et puis superposées parce qu'ils profitent de l'espace au maximum. Euh, Tout est empilé superposé dans les 3 dimensions, donc l'espace est utilisé de façon optimale. Donc il y a comme des étages, des plans avec de la terre d'une certaine épaisseur, disons entre 30-40 cm d'épaisseur, et ce sont comme des étagères. Et sur chaque étagère, il y a une surface de plantation très très élevée, très grande. Et tout ça, ça baigne dans un environnement humide avec des brumisateurs qui maintiennent l'humidité, et puis des éclairages artificiels, mais qui sont appropriés avec des variations entre le jour et la nuit, pour euh, simuler l'alternance de jour et de nuit, parce que bien entendu, comme c'est des stations orbitales,
Ben, ces stations orbitales, pourtant, elles sont géostationnaires, donc il y a quand même une alternance de jour et de nuit, puisque elles tournent autour de... La Terre tourne, hein, mais euh, comme à cette distance-là, alors, je regarde pourquoi ils font ça, parce qu'ils pourraient très bien se contenter de la lumière solaire. Oui, mais la lumière solaire, ça suffit pas parce que comme justement ils font des plantations en 3 dimensions, ben s'il y a une exposition solaire, elle va exposer que la partie qui est directement touchée par les rayons, et puis toutes les étages qui sont en dessous sont à l'ombre, donc ils reçoivent pas la même quantité de lumière. Donc ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'ils utilisent un éclairage artificiel pour remplacer la lumière solaire. Et donc ils utilisent un système qui permet de faire alternance jour-nuit comme sur la Terre. Euh, alors il y a pour l'eau en fait, elle est recyclée bien sûr, et donc elle coule dans la terre. Euh, Quand elle a traversé l'étage de 30-40 cm de la terre où ça a apporté de l'eau aux racines, l'eau elle passe en dessous et elle est récoltée. Forcément, elle est un peu sale parce qu'elle a traversé la terre et puis elle a pris des bactéries, etc. Donc cette eau, elle est envoyée dans des cuves. C'est des cuves qui vont la désintégrer. Et puis l'eau qui est nouvellement apportée, en fait, elle est créée par réplicateur aussi. C'est-à-dire que le réplicateur, lui, il a l'information de l'eau, de la structure de l'eau, et il va la matérialiser. Alors, tant qu'à faire, le modèle de base de l'eau qui est utilisée pour apporter, pour hydrater les plantations, euh, ils vont choisir un modèle initial basé sur des eaux de très haute qualité, certaines eaux de sources terrestres qui ont été en plus informées avec soit des prières, soit des cristaux, soit de la géométrie sacrée ou une combinaison de tout ça, de façon à ce que vibratoirement cette eau elle soit très très vitalisante. Je ne sais pas si c'est français ça. Et du coup, en fait, une fois que cette eau qui sert qui sert de modèle a été scannée, l'information, elle est stockée, elle est envoyée sur toutes les stations orbitales, sur les vaisseaux mers aussi, hein, c'est le même principe. Et cette eau informée, vitalisée, eh bien, elle va pouvoir être répliquée autant de fois que de façon illimitée en fait. Et donc c'est une eau qui est pas tout à fait ordinaire dans ce sens-là, parce qu'elle est particulièrement favorable à faire pousser les plantes de façon optimale, quoi. Ils utilisent l'électroculture aussi. Ce que je vois, c'est que ils font circuler. Il, il y a c'est pas du cuivre, mais c'est un métal, un alliage conducteur qui, il y a tout un circuit qui traverse les plantations pour faire qu'elles poussent plus vite.
Euh, alors bien sûr, c'est un système permaculture, c'est-à-dire que ils vont associer des plantes qui vont bien ensemble et qui vont se stimuler les unes les autres, et puis en plus, par exemple, éviter les parasites, euh, en fait, créer un écosystème qui s'autorégule et pour éviter justement l'emploi d'engrais ou de choses comme ça, même s'ils sont capables de créer des engrais qui sont pas chimiques et qui sont pas mauvais pour la santé, mais en fait, avec ce système-là, bah, ils ont pas besoin de ça. Et voilà, donc ça, c'est pour ce qu'on peut voir sur une station orbitale dédiée plus à la culture de plantes et de fruits et légumes. Euh, donc, ben, je vais regarder un petit peu. Donc, dans ces zones, dans ces stations orbitales, il y en a certaines qui sont plus pour le divertissement plutôt. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des salles de sport, piscine, etc. Tout ce qu'on a besoin pour se divertir, des salles de spectacle aussi, pour faire la fête, pour aller danser, euh, des salles de théâtre. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois même un endroit où ils font du ski artificiel. Vraiment, ces stations-là sont assez grandes hein, parce qu'ils peuvent, ça peut ressembler à un centre, à un parc d'attractions sur, en apesanteur, hein, sur orbite. Hein, il y a aussi donc dans les stations orbitales, celles qui sont plus pour la gestion des navettes vers l'espace ou la connexion avec des vaisseaux mers. Donc là, il y a des centres de contrôle avec des ordinateurs, voilà, des ordinateurs quantiques et puis des projections holographiques d'écrans en trois dimensions pour gérer l'information d'échange avec des navettes où ça fait un peu comme des tours de contrôle un peu modernes. Donc ils gèrent aussi ben, tout ce qui est euh, gestion des flux entre les stations orbitales, notamment ces histoires de cylindres électrogravitationnels, mais pas uniquement. Euh, et puis il y a des grands hangars pour que les navettes puissent se stationner. Finalement, si on résume un peu, si on prend un groupe de, de stations orbitales, si on rassemble tous les éléments de ce groupe, et eh ben on peut retrouver toutes les fonctionnalités d'un vaisseau mère en fait. Sauf que ça s'est amené à rester sur orbite terrestre à proximité de la Terre, mais finalement, en termes de fonctionnalité, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur un vaisseau mère en fait.
Alors, bon, il y a des touristes, entre guillemets, qui viennent juste pour le plaisir d'être en orbite au-dessus de la Terre pendant quelques heures ou quelques jours. La majorité, quand même, c'est des gens qui viennent, entre guillemets, je dis pas travailler parce que le mot travail, il va être banni sur la nouvelle Terre. On va œuvrer, hein, plutôt que travailler. Donc, c'est plutôt des personnes qui viennent œuvrer euh, sur ces stations orbitales et qui y restent de façon relativement permanente sur des périodes, sur des missions d'une certaine durée, de quelques jours à quelques mois, voire plus. Euh, mais aussi, il y a quelques touristes qui viennent de temps en temps. Et c'est pas la majorité, c'est 10-15%, même pas. Ouais, même pas 10%. Après, en fait, quand ces stations orbitales ont été mises en place, au début, comme c'était nouveau pour l'humanité, il y avait un peu plus de tourisme. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu assez banal finalement. Et euh, il reste toujours un peu de tourisme, mais moins qu'au début. Et le tourisme extraterrestre, pour les humains, ça va plutôt être plus loin que ça par rapport à la Terre, plutôt aller dans des vaisseaux mers pour aller dans d'autres galaxies, dans d'autres univers, etc. C'est pas, ça va être moins intéressant à partir d'un certain moment pour l'humanité de venir juste en orbite terrestre. Mais il y en a toujours quelques-uns qui prennent du plaisir et qui viennent sur ces stations orbitales. Moi, je pense que je vais arrêter là pour les stations orbitales.